2080. Il est difficile de soutenir que la nature est toujours une priorité pour notre civilisation. L'exode climatique ronge depuis une trentaine d'années les quelques dernières parcelles encore non colonisées. La guerre aux ressources a été priorisée par rapport à la protection environnementale. Loin est l'époque où je pouvais encore randonner. Laissez-moi vous conter l'une de mes dernières expéditions. J'ai arpenté pendant de nombreuses années le Vercors, ce massif qui m'a tant émerveillé. Équipé de mon sac, avec hamac, tarpe et duvet, je me lance en compagnie d'Adrien, mon fidèle ami, guide et animateur nature, qui n'en finit jamais de m'apprendre de nouvelles choses. Notre objectif du jour, réussir l'ascension du Grand Vémont, sommet le plus haut du Vercors qui culmine à 2341 mètres d'altitude. Mais nous espérons également filmer un peu la faune locale. C'est sans compter mes malédictions de toujours. J'ai un don pour amener le mauvais temps, et je ne suis jamais là au bon moment pour voir les animaux sauvages. Cette journée semble ne pas faire exception. Le ciel est lourdement couvert. Cela ne sera sûrement pas sans conséquence pour notre programme. Ce n'est qu'après les 2 premières heures de marche à travers la forêt qu'une ouverture dans les arbres se dessine. Le voici enfin, dominant l'horizon. Le Vémont est devant nous, de l'autre côté de la réserve. Moi qui ai toujours eu si peu de chance avec la faune, voilà qu'un petit cri d'alarme me donne enfin tort. 4 marmottes nichent dans cette vallée. Timides mais curieuses, elles nous observent s'enfuir. Nous restons sur le chemin, cela semblait rassurer. Et pas à pas, nous tentons de les approcher pour profiter d'une pause à leur côté. Nous pouvons alors les filmer en train de savourer leur petit déjeuner. Tandis que nous repartons, nous apercevons quelques entrées de terriers sur le bord des sentiers. Elles font vachement gaffe à les creuser plutôt dans les pentes. Parce que du coup, pendant l'hiver, quand la neige elle fond, l'eau elle s'infiltre dans le sol, surtout dans le Vercors, on est dans un massif calcaire, donc l'eau elle s'infiltre dans le sol très rapidement et puis elles peuvent se retrouver noyées. Donc en général, elles creusent plutôt dans les pentes et vraiment dans des zones assez dégagées qu'elles puissent voir de loin s'il y a des prédateurs. Les marmottes, donc c'est herbivore. Elles mangent de l'herbe, elles mangent des graines, elles mangent des fleurs, elles mangent des écorces d'arbres. Mais c'est vraiment pas du tout. L'estomac n'est pas prévu du tout pour digérer du pain ou ce genre de nourriture qu'on mange nous. De manière générale, les animaux en fait ne mangent pas la nourriture qu'on mange. Il faut vraiment voilà, ne pas donner de la nourriture aux animaux en général. Voilà, elles peuvent aimer ça comme un chien adore la nourriture qu'on mange. Mais voilà, même en aimant ça, elles ne savent pas que c'est souvent toxique pour eux à long terme. Donc voilà, il faut complètement éviter de leur donner à manger. Quand on arrive sur un chemin, ce qui est bien, c'est que du coup, on est sur notre territoire à nous. Quand on quitte les chemins, on est sur le territoire des animaux. Et dès qu'on est sur le territoire des animaux, il faut vraiment y aller avec des pincettes. Faut prendre le temps. Alors, soit il faut se mettre en affût, elles ne nous voient pas et on peut prendre en photo, prendre en vidéo sans les déranger. Et dès qu'on se fait voir, en fait, le but, ça va être vraiment justement de se montrer le plus possible, de rester sur nos chemins pour qu'elles puissent être habituées à nous. Et de cette manière-là, prendre le temps qu'elles nous acceptent. Alors des fois, ça dure très longtemps. Et puis une fois qu'elles nous ont acceptés, on le sait, parce qu'en fait, elles refont leur vie, elles sont plus aux aguets, elles se remettent à manger, elles se remettent à jouer des fois aussi. Donc après, faut attendre ce moment-là, puis petit à petit se rapprocher. Pas trop se rapprocher non plus, parce que il faut pas non plus dépasser la limite, quoi. Faut pas abuser non plus.
Et puis l'idée c'est de repartir sans les déranger, puis sans qu'elles rentrent dans les terriers finalement, de se dire allez c'est bon j'ai fait mes photos, je peux les laisser tranquilles et puis continuer la balade. Et puis voilà, de cette manière-là, on peut vraiment profiter de la nature sans la déranger. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi, parce que si on dérange les animaux, voilà, on est quand même chez eux. Il faut quand même respecter aussi l'environnement qui est autour de nous. Alors que la nature s'éveille, nous profitons de l'ambiance matinale pour avancer à travers la prairie fleurie. Après les marmottes, c'est maintenant à notre tour de prendre un petit déjeuner. Nous trouvons un joli petit spot pourvu de tronçons de bois disposés en tabouret par d'autres randonneurs. Débutant, mais passionné en photographie de faune sauvage, j'écoute attentivement les anecdotes et connaissances de mon ami. La photographie animalière n'a plus de secret pour lui, après de nombreuses années de pratique et de succès. Après, souvent, tu as un mâle qui se démarque par rapport à un autre qui est un peu plus dominant. Et les autres évitent d'aller sur cette arène-là parce que du coup, ils se font castagner. Ouais. Donc du coup, chacun reste un peu dans son arène. Lui, des fois, il va provoquer un peu les autres quand il y a les femelles. Puis après, la femelle, très rapidement, en fait, elle tourne autour du mâle qui est le plus fort, quoi. Et puis tu la vois, elle est là, elle tourne autour. Et de jour en jour, quand il va vraiment tous les jours, c'est impressionnant parce que de jour en jour, tu vois l'évolution. Puis des fois, tu te dis, ça va être maintenant, quoi. Ils vont se reproduire là tout de suite. On est sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, donc une réserve qui couvre environ 17 000 hectares, essentiellement du territoire forestier avec beaucoup de moyennes montagnes au-dessus. Et sur ce milieu-là, donc c'est une biodiversité très très riche. On va trouver des animaux très typiques de montagne, donc que ce soit le bouquetin, le tétralyre, le lagopède alpin, le cerf, enfin voilà, beaucoup d'animaux, beaucoup de rapaces et vraiment un milieu très riche. Donc sur ce territoire-là, donc il y a une réglementation. Le parc du Vercors a mis en place pas mal de choses pour vraiment limiter le dérangement humain sur cette réserve. Pour se déplacer, alors c'est recommandé d'utiliser les chemins pour ne pas être trop dans le territoire des animaux. Pour les VTT, il y a des chemins vraiment spécifiques aux VTT qui n'ont pas le droit de quitter. L'hiver, c'est très très sensible au dérangement pour les animaux, donc il y a vraiment des recommandations, aucune obligation, mais vraiment des conseils pour rester sur les chemins. Et donc bien sûr, interdit de faire des feux. Interdit d'avoir un chien même en laisse aussi. Donc voilà, après il y a beaucoup de réglementations dans le but vraiment de rendre le milieu accessible à tous et en même temps de vraiment faire attention à faire en sorte que cette biodiversité qu'on a, qui est riche, qu'elle continue. Nous arrivons de nouveau en forêt. Le sentier est boueux à cause de la météo peu clémente des jours précédents. Désagréable à arpenter, mais cela peut en revanche révéler de belles surprises. Des traces de loup. Là-dessus également, Adrien ne manque pas d'explications. On n'est pas sûr que c'est du loup parce qu'ils sont peut-être pas plusieurs. Là, on n'a qu'une empreinte, c'est dommage. Alors parfois, on a toute la piste et parfois la piste se sépare en deux, en trois, puisqu'en fait, parfois quand ils marchent en meute, celui de derrière, en fait, marche exactement dans l'empreinte du mâle alpha ou de la femelle qui domine, qui est devant. Nous avons bien avancé. Le Vémont, quant à lui, nous domine toujours. Une fin de loup. Comme toujours lorsque le soleil est à son zénith, même s'il est derrière les nuages. Nous sommes devant une belle vallée où nous trouverons un joli coin pour casser la croûte. Une fois bien installés, nous déballons les mostaves de notre repas. Le saucisson, bien évidemment, un régal incontournable, et les nouilles, très légers dans le sac, mais bien énergisants pour la suite. En rangeant, nous voyons malheureusement les nuages gonfler de plus en plus.
Bon, du coup, ça risque d'être compliqué pour monter le Grand Vémont, non? Ouais, là, ça va être galère, hein. Si l'orage se prépare, le temps de monter, ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il vaut mieux renoncer. Des fois, c'est plus sage. Nous avons malgré tout un autre espoir. Le pied du Vémont pourrait nous offrir une autre conclusion bien méritée pour notre périple. Il est difficile de traverser la réserve des hauts plateaux sans croiser sa population la plus importante. Je prends toujours le temps d'observer leur comportement fascinant. Les fourmis rousses, cette véritable civilisation, ont construit de nombreuses fourmilières dans la région. Le Vercors est un massif montagneux aux nombreuses anecdotes géologiques. Même sans intérêt particulier pour le sujet, il est impossible de ne pas remarquer les dolines, cielées et strates visibles. Mon guide me montre quelques particularités sur les falaises avant de se plonger dans les explications historiques de ce massif. Le Vercors s'est formé sous la mer. Les animaux et les végétaux qui y vivaient, donc sont morts, sont accumulés. Ça fait un gros tas d'humus. Ce gros tas d'humus s'est mélangé à du calcaire. Et ensuite, les mers se sont retirées. Donc, ce gros tas d'humus s'est retrouvé à la surface de l'eau et a été creusé par des glaciers, par le vent, par les années qui ont suivi. Ça a donné le Vercors. Donc c'est pas du tout des montagnes qui sont sorties vraiment avec les plaques tectoniques, quoi. Ça s'est vraiment formé avec de l'accumulation de calcaire et des déchets organiques. Et donc ici on peut voir toutes ces couches de déchets organiques qui font des petites fissures, des petites failles. Au départ elles sont plates. Et puis après, vu que les glaciers ont façonné un petit peu les montagnes, ça les a rendues un peu en pente, un peu déformées. Donc c'est des petites failles où l'eau passe beaucoup, creuse, donc c'est des massifs où on trouve énormément de grottes. Je crois que c'est un des massifs d'ailleurs où il y a le plus de grottes dans la région. Et donc des petites grottes qui peuvent servir pour beaucoup pour beaucoup de bouquetins en cas d'intempérie. En général, ils aiment bien se caler dans ces petites fissures. Même si dans la règle générale, ils préfèrent quand même se poser en hauteur sur des rochers pour être en sécurité. L'eau donc creuse énormément le sol. Ça fait des réseaux de grottes. Alors pour la plupart des grottes, je crois que dans tout le Vercors, on compte 3000 grottes visitables, donc de tout niveau, hein, et dont une qui descend quand même à moins 1000 mètres, donc le gouffre berger, et qui n'est pas dans la réserve, hein, qui est plutôt dans le Vercors nord, côté Isère. Et donc on sait qu'il y en a 3000, mais je pense qu'en fait il y en a encore 10 fois plus qu'on ne connaît pas et qu'on ne saura jamais. L'après-midi se poursuit, la soif se fait sentir. Nous en profitons pour prendre une pause avant notre dernière ligne droite. Alors qu'Adrien teste ses différents objectifs en macro sur les fleurs, je me pose quelques instants. La sérénité de la nature. Comment ne pas s'enivrer? Le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les sapins. Nous reprenons notre route vers le pied du Vémont. Surpris, je constate qu'Adrien est parti loin devant. Bon, je le rattraperai tranquillement à mon rythme. Le voyant fureter à l'horizon, je pense savoir ce qui se trame. Son flair ne l'a jamais trahi, il a sûrement senti quelque chose. Il me reste un espoir. Et si c'est cela? Je ne me suis pas trompé. Ils sont enfin là, après toutes ces années à les traquer. Les rois de la montagne, les bouquetins, l'orage les a fait descendre des contreforts pour se mettre à l'abri. Nous allons intégrer doucement la horde et profiter de cet instant attendu depuis si longtemps. Je n'oublierai jamais ce moment.
La confiance qu'ils nous ont accordée est stupéfiante. Il est cependant temps de partir en recherche d'un lieu de bivouac pour conclure notre escapade. Vu le brouillard présent au sommet du Vémont, nous avons bien fait de ne pas monter. Cette excursion restera sûrement l'une de mes plus mémorables grâce à cet instant privilégié avec les bouquetins. Il faut profiter de chaque moment, ne sachant jamais ce que l'avenir peut nous réserver, ne sachant jamais ce qu'il peut advenir de notre environnement. Par exemple, je ne savais pas qu'au moment même où je rencontrais les bouquetins, les lagopèdes alpins avaient disparu dans la région. La nouvelle ne tomberait que plus tard. Les tétralyres s'éteindraient malheureusement peu de temps après à cause de l'impact du tourisme. Juste 5 ans après les tétras, ce sont les cerfs qui finiraient d'être exterminés par la chasse. Les trophées auront primé sur le respect de l'animal. Les espèces décimées par l'empreinte de l'homme ne se comptent même plus. Mais tout n'est pas sans espoir. Les bouquetins et les loups survivent toujours arpentant ces zones qui ont été protégées contre l'urbanisation de masse. J'aurais voulu pouvoir revenir dans ma jeunesse afin de pouvoir transmettre ce message à l'époque où de nombreuses choses étaient encore possibles pour sauver la biodiversité. En 2025, il y avait encore un espoir pour la faune.